Monsieur, madame, il a plu sur la ville pendant la matinée. Est-ce que le beau temps va venir sur le pays? C'est une des questions que l'on peut bien se poser à la lumière de ce qui se passe dans la partie est du pays, à la lumière également de ce qui se passe à travers le monde. Ces troupes russes qui sont prêtes à entrer sur le territoire ukrainien du côté de la Crimée. Mais pour revenir d'abord sur ce plateau, je dois dire que, comme invité de, entre guillemets, ce soir, il y a M. François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba. Et de vous-même, quand vous prenez, ou par rapport à vous-même, quand vous prenez la question congolaise, vous dites que ça va mal ou bien ça va de mal en pis, ou ça va bien? Nous avons, nous, Congolais, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est par rapport à 1960, une opportunité extraordinaire. Du reste, tout autour de nous, on parle de fenêtre d'opportunité. Maintenant, mieux que jamais auparavant, nous avons la possibilité de créer les conditions à partir desquelles, enfin, j'allais dire, les 2 340 000 km² que constitue notre pays, avec tout ce qu'il y a dedans, puisse donner à manger, la santé, l'éducation, bref, puisse être autre chose que, vous savez, on nous appelle le pays potentiellement riche. Nous n'avons pas vocation à rester éternellement potentiellement riches. Voici venu, je pense, qu'est-ce qui vous le fait dire? L'occasion aujourd'hui de créer, de faire en sorte que nous puissions profiter, créer de la richesse et que cette richesse profite au Congo. Ce qui me le fait dire, c'est à la fois la lecture de circonstances de temps. La colonisation, c'est fini. La guerre froide, même si, hélas, il y a quelques élans, si on regarde ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, mais la guerre froide est derrière nous. Qu'est-ce qui restait en ce qui concerne la République du Congo? Il restait à créer les conditions à partir desquelles aller cesser par rapport à tous ceux qui convoitent ce que nous avons, par rapport à ce qui nous entoure, mais par rapport à tous les autres aussi. Créer les conditions à partir desquelles il allait y avoir dans notre pays la paix, la stabilité, et ainsi nous allions nous développer. Aujourd'hui, ces trois conditions de paix, de stabilité pour le développement, il me semble que ça prend la bonne direction, et si nous ne sommes pas distraits, si nous faisons en sorte de saisir cette opportunité-là, il me semble qu'avec le leadership actuel, nous pouvons y arriver. Il y a encore eu quelques coups de feu, il y a même eu des hélicoptères qui ont survolé la partie est du pays pour attaquer le quartier général des ADF Nalou. Est-ce aussi une des choses qui peut vous faire dire que ça va de mieux en mieux par rapport à la situation sécuritaire dans la partie est du pays? Oui, si je prends comme point de repère avril 2012, vous savez, cette agression dont nous avons fait l'objet de la part de certains pays voisins, si nous prenons cela comme point de repère, de quoi s'agissait-il en ce moment-là? Vous savez, on a l'habitude dans notre pays de parler de risques de balkanisation, de parler de plans de balkanisation, des officines qui réfléchissent à ceci ou à cela. Il n'y a rien de tout cela. Là, ce n'était pas un projet. C'était une guerre chaude, avec comme perspective concrète, soit d'installer un pouvoir fantoche à Kinshasa, c'est-à-dire finalement balkaniser l'ensemble de la République, si je puis m'exprimer ainsi, ou, à défaut, nous arracher une partie de ce territoire. L'histoire retiendra. Nul n'est prophète chez soi. Il ne faut pas espérer ça aujourd'hui. Mais j'en suis convaincu. Quand on écrira l'histoire d'aujourd'hui, on reconnaîtra au président Joseph Kabila d'avoir, dans cette séquence, ce n'est pas éternel, hein, je parle d'une séquence, sauvé la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, ayant compris les enjeux, a eu cette réaction salvatrice qui a consisté effectivement à poser que
pour pouvoir faire échec à cette énième agression, il fallait mettre en branle à la fois des moyens militaires, des moyens diplomatiques et des moyens politiques. Cette séquence-là, elle est derrière nous, on est en train de nettoyer. Vous parlez des hélicoptères qui viennent en appui au FARDC, des hélicoptères de combat de la MONUSCO qui viennent en appui à notre armée pour nettoyer. Le nettoyage est là, c'est vrai, mais globalement, nous avons gagné, ce qui n'est, à mon sens, qu'une étape. Maintenant, le plus difficile commence, parce qu'il faut passer maintenant dans la phase de la stabilisation. Mais cette phase postule, en effet, que nous soyons très attentifs aux actes qui doivent être posés. Et parmi ces actes, il y a la mise en œuvre des engagements que nous avons pris au terme de l'accord cadre à Addis Abeba. Nous devons aller de l'avant avec ça, de manière effectivement à ce que nous-mêmes, la région et le reste du monde, puissions cheminer maintenant vers des questions économiques et de développement. Oui, quand vous dites que nous avons gagné, c'est un peu une autre façon de dire que le cas M23 appartient résolument au passé. En tant que groupe armé, bien entendu. Oui, en tant que menace par rapport à la recherche de leur côté, instrumentalisée pour une forme quelconque de balkanisation, c'est derrière nous. Je reparle déstabiliser. Il ne suffit pas de gagner la guerre, il faut maintenant gagner la paix. Et je disais que c'était beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut mettre maintenant en marche, aux côtés de la question de l'armée, la question de la diplomatie à proprement parler, la question de la politique, s'ajoute maintenant une quatrième dimension, celle de l'économie. Puisque finalement, la question fondamentale, pourquoi nous agresse-t-on? C'est clair que ce sont des guerres à caractère économique. Maintenant qu'on en a fini avec l'aspect militaire, qu'on est dans le nettoyage par rapport à toutes les autres forces négatives, bien entendu, il n'y avait pas que les M23, nous devons être attentifs aux aspects économiques, parce que c'est avec ça, en y ajoutant cette quatrième dimension, au dispositif mis en place par le président de la République, que nous arriverons à décourager toute idée que pour pouvoir profiter de ce qui appartient aux Congolais. Oui, est-ce que je peux poser ma question de cette manière? Il faut y aller avec les armes. Quand vous dites pourquoi nous agresse-t-on, est-ce qu'il faudrait dire pourquoi nous agressait-on ou pourquoi nous agresse-t-on? Et qui nous agressait ou qui nous agresse? Un des présidents de la région a dit ceci un jour. C'était pas pour faire de l'humour. Il a pu dire ceci. Il dit, vous savez, vous nous posez toujours la question de savoir, mais qu'est-ce que vous allez faire au Congo? Pourquoi agresser toujours le Congo? Il est allé jusqu'à dire, même Dieu comprend cela. Les catholiques, les chrétiens, quand ils récitent le Notre Père, quelque part vient l'incise, donnez-nous notre pain quotidien. Mais le pain, il est là-bas. Le pain, il est au Congo. Il est au Congo. Oui. Alors nous n'allons pas nous mourir de faim alors qu'il est là. Ceux qui ne veulent pas mourir, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Ou bien derrière eux, si vous voulez. Oui, je ne suis pas là pour ça, mais pour fustiger. Mais ce que je veux dire, ce sont des choses fondamentales. Quelque part, en s'exprimant ainsi, ces chefs de l'État, de la région, créent des responsabilités, nous appellent, nous Congolais, à nos responsabilités. Vous êtes propriétaire de ce que tout le monde convoite. Ce que vous possédez, c'est d'abord pour vous-même, certes. Mais en tant que propriétaire, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les règles du jeu que vous mettez en place pour que non seulement vous restiez définitivement propriétaire, mais que ceux qui ont faim, qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de tout ça, etc., qui voudraient bien venir, viennent sur base des règles préétablies par le propriétaire. Voilà l'enjeu, me semble-t-il, majeur, maintenant qu'on a fini avec cette histoire en termes militaires avec les M23, il faut maintenant que nous puissions nous atteler à l'expression de la solution économique telle que vue
est voulu par la RDC, par le Congolais. Oui. Le propriétaire doit maintenant se comporter en tant que tel d'une manière responsable par rapport à lui-même, par rapport à la région et par rapport au reste du monde. Est-ce qu'on peut penser ou dire que l'un des enjeux du dernier sommet COMESA qui s'est tenu à Kinshasa dernièrement pour le Congo, c'était aussi de voir les choses sous cet angle-là? Lorsque la République démocratique du Congo se comporte d'une manière responsable, non seulement par rapport à elle-même, mais par rapport aux autres, je parle de la région et du reste du monde, on est reconnu en tant que tel. Ce qui a été mis en place comme stratégie, à la fois militaire, diplomatique et politique, commence à porter ce fruit. Ne nous endormons pas sur nos lauriers. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agissait là que d'une séquence. La République démocratique du Congo a un leadership, la République démocratique du Congo a une vision, la République démocratique du Congo a un plan. Et c'est ça qui est partagé au niveau du COMESA, partagé au niveau de la SADC, partagé au niveau de la CIRGL, partagé au niveau de toutes ces structures régionales auxquelles nous participons, mais aussi en tant que message, en tant que signaux envoyés au reste du monde, puisque une fois de plus, l'Afrique, c'est l'avenir de tout le monde, et en particulier la République démocratique du Congo est ainsi vue. Si nous sommes responsables et que nous nous organisons politiquement, nous nous organisons à tous les niveaux de ce point de vue-là, on sait y compris par rapport aux enjeux politiques qui viennent, par rapport auxquels le président de la République est en train de se consulter, je suis convaincu qu'il va se passer ici en très peu de temps. La Chine, il a fallu 20 ans. Je pense qu'ici, entre 5 et 10 ans, ce pays pourra être véritablement le centre de... Oui, mais ça peut être un autre débat quand on entend dire que le Congo émergent, il faut attendre les années de 2030. Mais dites-moi, quand vous parlez de partenaires SADC, COMESA, ceci peut-il expliquer cela quand on réalise que parmi les hélicoptères qui ont survolé la partie est du pays contre les ADF NALU, il y a eu cette présence sud-africaine? Oui, tout à fait. Mais ça nous ramène effectivement au fondement même de l'accord cadre d'Addis Abeba. Puisque il y avait agression, puisqu'il y avait cette tentative de balkaniser le Congo, puisqu'il y a eu la réaction de la République démocratique du Congo à partir de la stratégie mise en place, je le disais tout à l'heure, par le président de la République, tout ceci a été consigné quelque part, effectivement, et tout le monde se retrouvera. J'ai dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde à Addis Abeba, où il y avait non seulement nos voisins, les 10 pays qui ont signé avec nous en ce moment-là, mais depuis, il y en a maintenant 2 de plus, puisque le Kenya et le Soudan ont rejoint le camp des signataires de l'accord d'Addis Abeba depuis le dernier sommet donc, de l'Union africaine à Addis Abeba. Non seulement eux, mais l'Afrique du Sud, vous l'avez mentionné, mais au-delà, la SADC, la CIRGL, l'Union africaine elle-même, comme si cela ne suffisait pas. Les Nations Unies. Qu'est-ce que c'est que ce pays quand il a un problème? Non seulement il s'engage, le pays en question, c'est-à-dire la RDC, mais pour qu'il y ait solution, il faut que tous ses voisins, on en a 9, signent, l'Afrique du Sud en sus, mais tous ces pays-là font partie de la CIRGL ou de la SADC. Non, il faut que la CIRGL vienne signer en plus. Il faut que la SADC vienne signer en plus. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui, quand il y a un problème, alors que tout ça, c'est des pays africains, il faut aussi que l'Union africaine vienne à signer. Mais l'Union africaine fait partie des Nations Unies, mais il a quand même fallu que le secrétaire général des Nations Unies vienne signer. Donc, je suis en train de faire la démonstration que nous ne sommes pas un pays comme un autre. Et puisque tout le monde s'est engagé, il a été convenu, je schématise maintenant, un certain nombre de choses. Court terme, il faut que tout ce qui est présence de forces négatives, tout ça doit s'arrêter. Dans cette séquence très court terme, alors même que la République démocratique du Congo a réformé son armée pour lui donner plus de capacités, comment fallait-il faire? Tout le monde a dit,
pendant ces temps-là, très court terme, pendant que la République du Congo doit réorganiser son armée, on va mettre en place un dispositif qui permette à très court terme de stopper toutes ces histoires-là. Donc c'est la présence de, vu d'une manière schématique, de la brigade qui est à la tâche. Elle l'a été pour nous appuyer, pour en finir avec la M23. Elle est à la tâche. Maintenant, pour les ADF Nalou, il est programmé dans les jours, les semaines qui viennent, vous le verrez, notamment le nettoyage également du côté ça, c'est toujours le court terme. Ça, c'est toujours pour le court terme. Voilà, ça, c'est les très court terme. Mais, je vous le disais, le court terme est un chemin qui mène nous à la stabilisation de la RDC et de l'ensemble de la région. Pour cela, il faut ajouter au dispositif déjà en place militaire, diplomatique et politique, il faut y ajouter l'économie. C'est là où nous sommes aujourd'hui. La plupart des sommets qui sont programmés, notamment sur le mois d'avril, sur le mois de juin et plus tard au mois d'août à Washington, auront pour substance cet nouvel élément qu'il faut mettre dans la balance et pour dire maintenant économiquement comment ça va se passer, le propriétaire est là, qu'est-ce qu'il dit. Donc, et tout ça doit pouvoir nous amener au développement et donc par conséquent, ça prendra du temps, c'est vrai, on ne devient pas émergent en 2 jours, mais encore faut-il que ça en prenne le chemin de manière, une fois de plus, à ce que du point de vue social, les Congolais d'abord puissent se retrouver, mais que les autres, sur base de la règle établie par la République du Congo, quand ils ont des capitaux, quand ils ont un savoir-faire, quand ils ont ce que les Congolais n'ont pas, ils puissent pouvoir participer à la mise en valeur. Je dis bien mise en valeur de ce qui appartient aux Congolais, je ne dis pas partage, il n'y a rien à partager, nous sommes propriétaires, mais il faut bien que tout ça soit mis en valeur, et pour le faire, nous n'avons pas tout chez nous pour cela, à commencer par les capitaux. Donc, par conséquent, je suis en train donc de répondre d'une manière complète donc à votre question. Voilà la perspective, voilà où nous devons aller, voilà le sens d'ailleurs qui nous amène à faire en sorte, par le mécanisme que j'ai l'honneur de coordonner l'exécutif, de créer les conditions pour que tous ces engagements pris puissent être effectivement mis en œuvre dans notre pays. C'est d'abord notre intérêt. Très bien. Ça veut dire que, comme vous le disiez, le Congo aux Congolais. Très brièvement. Le Congo est aux Congolais. Et ça n'a rien à voir avec... Mais c'est un combat, excusez-moi. Le Congo est aux Congolais, et ça je m'adresse aux plus jeunes d'entre nous, il faut faire très attention, c'est un combat permanent, il ne faut pas être distrait. Moindre distraction, on vous l'arrache. Donc Addis Abeba n'a pas été comme une sorte de redite de la conférence de Berlin. Non, c'est le dispositif à partir duquel, je le dis, la stratégie mise en place par le président de la République a été une stratégie gagnante. Avec Addis Abeba, on a sauvé le Congo. Mais j'insiste sur l'aspect séquentiel. Cette victoire n'est pas définitive. Il faut la consolider. Et la seule façon de le faire, c'est d'examiner tous les autres engagements qui ont été pris et d'effectivement les mettre en œuvre. Ça en prend le chemin. Quand on voit effectivement cette question de la construction d'une armée républicaine forte, capable de faire face à tous ces défis-là, on voit très bien effectivement que 2012, comparé à 2014, ce ne sont plus les mêmes FARDC. Oui. Hein, donc on doit en convenir. Okay. En ce qui concerne la décentralisation, en ce qui concerne vous acceptez bien, tous les autres engagements, on peut dire la même chose. On est sur le bon chemin. Il reste du travail, ne soyons pas distraits, allons de l'avant. Ok, très bien. On pourra y revenir, si vous le voulez bien, dans le même cadre de ce programme. Et les concertations nationales, c'était aussi un autre pan, une autre suite de ce qui avait été conclu à Addis Abeba. Tout à fait. Oui. On a pris 6 engagements. Parmi les 6 engagements, d'ailleurs, c'est le 6e, qui est dans l'ordre des citations, c'est le 6e, qui dispose que, effectivement, la République du Congo puisse faire des progrès en matière de réconciliation. Réconciliation ne signifie pas pensée unique. Réconciliation ne signifie pas que tout d'un coup,
tout le monde doit penser comme c'est lui qui dirige. C'est-à-dire que vous faites avec ceux qui acceptent de faire, ceux qui ne l'acceptent pas, vous les laissez d'abord de côté. Oui, assez d'exigeants que d'une part, pour qu'une nation puisse avancer, elle doit se reconnaître en tant que telle, d'une part. Ensuite, il doit y avoir au sein de cette nation un certain nombre de sujets d'intérêt général, d'intérêt commun, par rapport auxquels, quelle que soit l'appartenance ethnique, quelle que soit l'appartenance provinciale, quelle que soit l'appartenance, je veux dire, en termes d'opinion, majorité, centre, républicain, je ne sais pas quoi, et tout ça, etc., opposition, les Congolais sont d'accord. Sur quoi d'abord? L'intégrité du territoire. Lorsque nous sommes indépendants, nous sommes à la tête de 2 340 000 km². Est-ce qu'il y a un Congolais qui serait prêt à accepter que ça change, c'est-à-dire qu'on nous arrache, ne fût-ce qu'un seul centimètre? Tous les Congolais, quels qu'ils soient, doivent pouvoir dire « Likamwa Mabele ». On touche à ça, c'est nous tous, les 70 millions, que ces gens-là trouveront sur leur chemin. Oui. La question concernant la souveraineté. Qui décide pour le Congo? Est-ce que ce sont les Congolais qui décident ou c'est d'autres qui doivent décider? Mais j'ajoute tout de suite, pouvoir être considéré comme décideur signifie qu'on trace le chemin et qu'on indique à tout le monde de quoi ça retourne, quelle est la volonté, quelle est la vision. Le président de la République s'est prononcé de ce point de vue en ce qui le concerne, mais pour que tout cela devienne des faits, il faut aussi effectivement que nous puissions, dans les autres compartiments, le gouvernement, le Parlement, la justice et tout ça, etc., qu'on puisse décliner les choses de la même manière. Il ne suffit pas qu'au sommet, on sente qu'il y a une vision. Encore faut-il que d'une manière organisée et structurée, tout cela, parce que les interlocuteurs de tout le monde, quand un Congolais veut à manger, il ne va pas à la présidence de la République. Et quand un investisseur veut apporter des capitaux en République du Congo, il ne s'adresse pas nécessairement au président de la République et tout ça, etc. Donc, deuxième chose importante. Troisième chose importante, c'est l'aspect même, tout ça est lié finalement, que j'indiquais tout à l'heure. La propriété sur nos ressources, qui sont importantes, c'est vrai. Je comprends très bien. Alors, je comprends très bien, monsieur. Si nous sommes d'accord là-dessus, alors nous sommes une véritable nation. Donc ça ne veut pas dire tout ça. Alors donc, quand nous nous engageons à Addis Abeba en disant on va progresser dans la voie de la réconciliation, c'est bien de cela dont il s'agit. Et chez nous, ça s'est traduit en effet, vous l'avez indiqué, par ces concertations nationales par rapport auxquelles maintenant le président de la République, selon sa propre décision, va pouvoir traduire cela dans les faits en termes de décliner cela en termes de décisions politiques que par ailleurs tout le monde attend. Oui, cette réconciliation, ça je le comprends très bien avec vous, est une avancée, avec les concertations nationales, on a connu des avancées significatives dans la mise en œuvre de l'engagement concerné. Oui, ça je le comprends très bien, et je comprends très bien ce que vous dites quand vous faites remarquer qu'il ne s'agit pas de se mettre dans une sorte de pensée unique, mais par rapport à ceux qui estiment qu'il y a quand même un contentieux électoral de 2011 qui n'a pas encore été totalement réglé, et qui ne s'estiment pas concernés par tout ce qui a été fait dans le cadre de ces concertations. Qu'est-ce que vous dites? Vous vous adressez là, en même temps, j'ai plusieurs casquettes. Hein. Oui, vous vous adressez non seulement à un Congolais, de coordonnateur du suivi. Mais je suis néanmoins aussi un Congolais, bien entendu, reconnu compatriote et républicain. Donc, ma réponse est la suivante. Grand respect à ceux qui, par rapport à la manière dont le processus s'est déroulé, ont un point de vue différent des décisions qui ont été prises et qui sont opposables au niveau de la Cour suprême de justice. Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne vous sentez pas concerné? J'allais presque dire respect. En revanche, puisque nous sommes tous en train de rechercher la substance sur ce chemin qui conduit à ce qu'on appelle
la démocratie et tout ça, etc., devons pouvoir progresser sur ce chemin. Tu n'es pas d'accord avec moi, je respecte ta décision, toi aussi, respecte la mienne. Mais si la mienne se décline en termes de décisions opposables, je parle de Cour suprême de justice, si la mienne se décline en termes de majorité et tout ça, etc., il faut aussi que de part et d'autre, chacun en tire les conséquences. Si ce n'est pas comme ça, on n'est pas dans une république, on est dans quelque chose qui est un foutoir, n'est-ce pas? Donc, grand respect à ceux qui considèrent qu'il y a encore des contentieux. Eux aussi doivent pouvoir respecter ceux qui considèrent les décisions qui ont été prises au niveau de la Cour suprême de justice comme étant à la fois opposables et définitives. Alors, en se respectant, ça permet d'aller finalement où? Mais à un moment ou à un autre, il va y avoir d'autres élections. Les Congolais vont pouvoir à nouveau s'exprimer. Ils donneront raison, ces Congolais, aux uns ou aux autres, mais évitons de considérer que pour autant, pendant 5 ans, d'un processus électoral à l'autre, le Congo doit être en campagne électorale pendant 5 ans. Mais quand est-ce qu'on va produire? Quand est-ce qu'on va travailler? Quand est-ce qu'on va s'occuper des gens? Quand est-ce qu'on va protéger notre pays si nous sommes pendant 5 ans et tous les 5 ans en campagne électorale? Donc c'est pas comme ça. Oui. Est-ce que cela peut vous faire dire que les élections qu'annonce le bureau de la CENI sont bien parties, même si on y retrouve quand même cette sorte de fond de controverse dont nous parlons en ce moment? Ce que je note à ce stade, c'est que la CENI fait des propositions, alors même qu'elle n'est pas obligée. La méthodologie arrêtée est la recherche d'un consensus. La CENI consulte. S'agissant de la feuille de route, puisque c'est à cela que vous faites allusion, me semble-t-il, il y a 2 propositions, 2 hypothèses qui sont sur la table. Je note que les 2 hypothèses mènent à une élection présidentielle, les 2, à une élection présidentielle et à des élections législatives au niveau national en 2016. Vous savez, on entend beaucoup de choses. On voudrait faire de tout un sujet de polémique. Il n'y a, je pense que ce document est sur la table, sur cette table, nulle part où il serait proposé par la CENI une démarche s'agissant de l'élection présidentielle, s'agissant des élections législatives au niveau national, autre chose que 2016. Donc ça, il est extrêmement important de le noter et donc par conséquent d'arrêter de polémiquer sur des choses, sur des questions ou des différends qui n'existent pas. Autre chose maintenant, que je note également par rapport à cette feuille de route. Feuille de route ne veut pas dire calendrier, parce que feuille de route, lorsque c'est établi, il faut aussi rapprocher ça de moyens pour pouvoir effectivement établir un calendrier en bonne et due forme. Nous n'en sommes pas encore là. Il y a une revendication de l'opposition, la nôtre, séculaire. Quand est-ce que dans ce pays, on va faire un cycle électoral complet? En ce y compris l'individu Mwamba, combien de fois pendant des années j'ai pris la parole dans ce pays d'une manière forte pour dire il faudra bien un jour qu'on considère que les élections, ça commence par la base. Voici qu'aujourd'hui, parmi les 2 hypothèses, l'une qui est mise sur la table consiste à donner raison à cette opinion de l'opposition, en quelque sorte, pour dire et si on commençait par la base? Alors, je suis parfois étonné que les mêmes qui réclamaient une chose semblent aujourd'hui vouloir la rejeter. Autre chose, en termes de moyens. Attendez un peu, oui, en termes de moyens, j'aurais fini. Tout faire en termes de suffrage universel, c'est-à-dire direct, a un coût. Alors si véritablement, par rapport aux difficultés qui ont pu faire que, parce qu'on peut toujours dire qu'il y avait mauvaise foi et tout ça, etc., mais il y avait aussi des raisons objectives, notamment
financière. Si pour une fois, on dit, OK, cette fois-ci, on va réellement les organiser, ces élections à la base, mais puisque ça a un coût qui pose problème au budget de l'État, pourquoi ne pas créer les conditions pour que certaines séquences s'effacent d'une manière indirecte? Mais c'est un débat. Donc je ne doute pas que dans les semaines qui viennent, nous puissions, une fois de plus, ça fait partie des fondamentaux, n'est-ce pas? Quand on est républicain, on est démocrate, à un moment donné, effectivement, on doit pouvoir, sur des sujets majeurs comme cela, pouvoir se mettre d'accord. Mais ne traînons pas trop avec ça, parce que plus on va traîner, plus difficile sera la possibilité de tout organiser avant ou au plus tard en 2016. Donc voilà un petit peu la position qui est celle, effectivement, dont nous faisons la promotion, notamment au sein de l'ADER, dont je la charge en tant que président, mais aussi le bon sens du citoyen. Dites-moi, par rapport à une sorte de suivi encore, pourquoi n'y a-t-il pas encore de gouvernement? Que n'aurait-on pas dit, si au sortir, en ce temps-là, on était en octobre de l'année dernière, le lendemain, il y avait un gouvernement par rapport, je le répète, à l'impératif de la stabilisation de la situation post-M23. Est-ce qu'on n'aurait pas dit, ils se sont précipités pour faire un gouvernement entre eux, oui, en excluant tous les autres? Oui, mais ça peut aussi faire dire qu'on a fait les choses sans tenir compte d'une certaine prévisionnelle. Parlons peu, parlons bien. Il me semble que ça ne pouvait pas se faire avant l'amnistie. Non pas que... Même si on dit que c'est une amnistie au cas par cas. Bon, ça peut être ainsi, mais... Non, l'amnistie telle que ça a été voté et promulgué a une portée générale. Maintenant, pour en bénéficier cette fois-ci, contrairement à 2009, en effet, il faut un engagement individuel de chacun des récipiendaires. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Mais ce que je voulais surtout dire, avec l'amnistie, tout le monde, en dehors des brigands reconnus comme tels, en dehors de tous ceux qui, à titre personnel, ont des sanctions qui pèsent sur eux, quelle qu'en soit la nature, ils ont 6 mois pour ça, les gens qui veulent en bénéficier, à déverser, c'est ça le DDR, le R signifie réinsertion dans la vie civile, à déverser tout le monde dans la grande communauté qui s'appelle les citoyens, qu'on appelle les citoyens de la République démocratique du Congo. Il y en a 70 millions là-dedans. Et que donc, à partir du moment où on déverse tout le monde là-dedans, le président de la République peut, effectivement, d'une manière beaucoup plus responsable, confectionner un gouvernement qui ne peut pas comprendre 70 millions de ministres, mais en évitant le piège qui aurait été que, en le faisant avant, c'était clair qu'il y avait... Vous savez, on a toujours dit, oui, mais on nous agresse sur base de prétextes, mais il ne faut pas en créer soi-même, il ne faut pas prêter le flanc. Donc ça ne pouvait pas se faire avant, d'une part, et d'autre part, il me semble aussi que la rentrée parlementaire étant pour les 15 octobre, il y a là une fenêtre. La décision est souveraine entre les mains du président de la République, mais il me semble que maintenant, les conditions sont réunies pour que le président de la République, s'il le souhaite, si telle est sa volonté, il a une fenêtre effectivement pour aller de l'avant. Et nous, en tant que mécanisme de suivi, c'est notre travail aussi, d'indiquer que cette fenêtre existe. Parce que nous ne sommes pas là que pour monitorer les problèmes. Nous sommes aussi là pour avertir, pour indiquer que notre pays peut avancer, y compris plus vite, si il est tenu compte d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, une fois de plus, la rentrée parlementaire est là, l'amnistie est derrière nous. Il y a clairement une fenêtre et le président de la République, dans sa souveraineté, prendra, me semble-t-il, les décisions idoines. Mais est-ce que le cas M23 pouvait être l'une des questions qui pouvait retarder la mission du gouvernement? Je l'ai indiqué sous quelle forme? Il n'y a pas d'engagement de quelque nature que ce soit, écrite ou verbale ou je ne sais pas quoi, qui ferait que le M23, en tant que tel,
force négative, a vocation à figurer d'une manière ou d'une autre dans une équipe gouvernementale en République démocratique du Congo. Ça n'existe pas. Mais autre chose est de ne pas donner, je le répète, ce faisant, autre chose est de ne pas donner de prétexte à nos ennemis qui sont toujours prompts à saisir la moindre occasion pour fustiger et nous créer des problèmes, notamment à l'international. Je crois que ce piège, nous l'avons évité. On est allé jusqu'à l'amnistie. Et maintenant, effectivement, entre aujourd'hui et la rentrée parlementaire, il y a une fenêtre, effectivement. Donc, le M23, il fallait en tenir compte sous cette forme-là. Ceux qui vont être admis au DDR deviendront des Congolais comme les autres. Et comme tout Congolais, tu peux ou tu peux pas, on te prend, on ne te prend pas, tu as le profil ou tu ne l'as pas, et tout ça, etc. On ne va quand même pas mettre au gouvernement des gens sans profil. Oui, donc, et ceux qui, par exemple, ont voilà. été stigmatisés ou indexés comme auteurs de crimes contre les populations civiles, par exemple. Ceux-là, la prochaine étape pour eux, c'est la justice. Oui, il y a déjà quelque chose qui se fait dans ce sens-là? Il y a même des choses qui se sont déjà faites. Oui, mais lesquelles, par exemple, pour que ça se perçoive avec un peu de visibilité? Vous savez qu'il y a une liste nominative des sanctions édictées par les États-Unis. C'est quelque chose qui est fait. Cette liste existe, elle est nominative, elle concerne ces gens, une partie de ces gens-là. Vous savez qu'il y a une liste nominative édictée par les Nations Unies sur laquelle figurent bon nombre de dirigeants de l'ancienne structure M23 que vous indiquez. Vous savez qu'au niveau national, il y a une liste nominative des gens qui ont vocation, avant toute chose, à régler leurs problèmes avec la justice. Donc il n'y a pas que des choses à faire, il y a des choses qui sont déjà faites. Mais il y en a d'autres. Les autres, c'est quoi? Par exemple, dans ce processus DDR, on va procéder à l'identification. À un moment donné, dans ce processus, il y a la phase d'identification, où on va séparer les nationaux, par exemple, des étrangers. Mais aussi, il va y avoir la possibilité d'identifier quelqu'un qui serait passé entre les gouttes, en tant que quelqu'un poursuivable par rapport à des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Cette phase-là est une phase qui est devant nous, effectivement, mais ce ne sera pas la première. Il y a d'autres qui ont déjà été exécutés, et que donc, de cette façon-là, nous irons vers la justice, mais vers la réconciliation, j'allais dire une réconciliation qui n'exclut pas la justice. OK. Par rapport au M23, par exemple, qu'est-ce que le Rwanda s'est engagé à faire et qu'est-ce qu'il fait à ce propos? Est-ce que vous exprimez des satisfactions par rapport au comportement du Rwanda jusque-là, ou même de l'Ouganda? Pour qu'il y ait Nairobi, pour qu'il y ait une signature des 3 déclarations, enfin, ce sont 3 signatures finalement, les signatures des 3 déclarations de Nairobi, chacune des parties concernées a dû mettre de l'eau dans son vin. Vous parlez du Rwanda. Il n'y aurait jamais eu signature à Nairobi si jusqu'au bout, le Rwanda n'avait pas à un moment donné mis de l'eau dans son vin. Oui, mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire créer les conditions à partir desquelles ces signatures sont intervenues et donc par conséquent, la guerre, sous la forme qui avait été déclarée depuis avril 2012, s'est arrêtée. Cette guerre s'est arrêtée avec la signature du Rwanda, avec la signature de l'Ouganda. Autre chose maintenant, et la stabilisation, ne confondons pas les 2 étapes. Dans la phase de la stabilisation, est-ce que tout le monde joue le jeu? Oui, c'est l'une des questions. C'est l'une des questions qui peut vous être posée. Nous jouons le jeu. Nous jouons le jeu. D'abord, je voudrais être très clair là-dessus. Pour une raison simple. Il n'y a jamais eu de guerre, que je sache, de cette nature au Rwanda. Sous cette forme-là, en Ouganda. Ces guerres, ces malheurs, ces viols, ces pillages, toutes ces choses ont lieu chez nous. Donc la République démocratique du Congo est la première partie intéressée qui a, pour des raisons internes, égoïstes, besoin que ça s'arrête. Attendez un peu. Alors, il y en a qui, eux, ont intérêt à ce que perdure le désordre, puisqu'à partir de ce désordre, ils peuvent, par exemple, poursuivre le pillage et tout ça, etc. Donc,
D'une manière égoïste, j'ai dit, attention, les engagements que nous avons pris, nous n'avons pas à les comparer ou à faire je ne sais quelle étude comparative. Nous avons d'abord à les appliquer, parce que c'est ça le prix à payer par le Congo pour qu'il y ait la paix au Congo et donc par conséquent stabilité et développement. Maintenant, il est légitime que nous puissions nous interroger par ailleurs, sans être distraits, mais par ailleurs, effectivement, sur que font les autres, puisque cette paix recherchée va leur profiter aussi, d'une certaine manière. Et s'il n'y avait plus du tout de FDLR et tout ça, etc., totalement éradiqué, j'imagine que quelque part, il y aurait un plus pour le Rwanda. Si tout ce qui est ADF, tout ça, etc., était effectivement éradiqué, tant mieux pour la République démocratique du Congo, mais ce serait sans doute aussi un plus, parce que ces gens-là sont des Ougandais et tout ça, etc. Que font-ils? Est-ce que, avec célérité, avec sincérité, après avoir signé, ils mettent en œuvre? La réponse est non. Et ce que je voudrais dire aux Congolais est la chose suivante. Parce que tout le monde s'attendait, me semble-t-il, à ce que, dans l'accord cadre, il y ait des dispositions du type « tu ne fais pas ça, on te punit, voici la punition » et tout ça, etc. Ce n'est pas parce qu'on l'a mis qu'il n'y a pas ce monitoring. Sinon, il n'y aurait pas de mécanisme de suivi régional. C'est que c'est que Mary Robinson, c'est que c'est que Feingold, Russ Feingold, l'américain, c'est que M. Kuhn, l'européen, c'est que M. Diarra, qui est de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, qu'on appelle les envoyés spéciaux? Quel est leur travail, au fond? Mais c'est justement cela. Parce que, dès le départ, on n'a pas considéré que les choses allaient aller de soi, qu'il suffit de signer pour que ça s'applique. On a mis des gendarmes, on a mis des gens pour monitorer, mais on a mis aussi des gens compte tenu de leurs origines. Mary Robinson, ce sont des Nations Unies. Quelque part là-bas, tu as l'Union européenne, quelque part là-bas, tu as les États-Unis et tout ça, etc. Pour que, lorsqu'il y a des sommets, c'est à cela que servent les sommets. Addis Abeba, au mois de mai dernier, de l'année dernière, toujours l'année dernière, en septembre à New York. Addis Abeba, nous en revenons en janvier ici, et tout ça, etc. Mais tout ça, pourquoi faire? Pour que les gens se disent les choses en face, en présence de témoins que sont justement ces envoyés spéciaux, qui ont toute l'attitude en ce moment-là. Oui, mais peu importe qui est concerné, soit-il chef de l'État, de lui dire les choses en face. Et je vous assure que c'est de cette manière que, par la médiation, par la discussion, et parfois en fustigeant, on arrive à avancer. Et ceux qui n'appliquent pas, eh ben, vont continuer à subir ce traitement-là. Et je suis convaincu que, in fine, cet accord va s'appliquer. Oui, on aurait peut-être pu aussi profiter du dernier sommet du COMESA ici pour avoir la possibilité de dire droit dans les yeux au président Kagame qu'il y a encore un dernier rapport du département d'État qui établit que le Rwanda continue à instrumentaliser le M23 contre la République démocratique du Congo. Oui, verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je regarde le verre à moitié plein pour dire d'abord ceci. Que vous êtes satisfait? Ah oui, le retour en puissance de notre pays, non seulement au plan diplomatique, mais aussi au plan économique, est quelque chose qu'il faut saluer. Deuxièmement, c'est tout de même notre président de la République qui désormais va présider donc aux destinées du COMESA. Nous aurions pu diriger la CIRGL depuis décembre de l'année dernière, pour des raisons essentiellement internes. On nous a opposé un certain nombre d'arguments, mais je me réjouis de voir que entre décembre de l'année dernière, il s'agissait de la CIRGL qui est maintenant passée du côté de l'Angola, et le mois de février 2014, nous évoluons dans la bonne direction, puisque maintenant tout le monde admet que notre chef puisse effectivement prendre la direction de ça. Maintenant, les problèmes. Oui, mais tous les chefs d'État n'étaient pas personnellement présents. Je note qu'en ce qui concerne l'Ouganda, les choses n'étaient pas plus difficiles et plus faciles. Et j'ai salué la présence du président Museveni chez nous. Qui vient parler de paix en République démocratique du Congo, par exemple. Ce sens de responsabilité pour s'amener. Personnellement, je note également que le Rwanda n'était pas absent au sens de pays. Si le président Kagame ne s'est pas déplacé, son premier ministre était là. Je veux dire, à chaque jour suffit sa peine.
Demain, après-demain, je pense qu'il y aurait même, y compris en termes psychologiques, des conditions meilleures pour que ce genre de visite, le nôtre chez eux, chez nous, puisse être devenir un peu plus facile. Donc, ne mangeons pas tous les plats, ne cherchons pas à manger tous les plats le même jour. Oui, même s'il peut y Ça avoir... peut rendre malade. Oui, même s'il peut y avoir donc à boire et à manger dans ce que vous dites, à partir mais du ne mangeons moment pas tous les mêmes jours, parce que ça peut rendre malade. Oui, à partir du moment où ça fait quand même dire à certains gens que la situation entre le Congo et le Rwanda est encore assez fragile pour qu'on voit... Elle évolue dans le bon sens, mais il y a encore de problèmes. Il y a encore de problèmes. Aujourd'hui, il y a des sujets, il y a des sujets par rapport auxquels on a encore besoin d'une médiation entre nous. C'est par exemple quoi? Le cas des FDLR, par exemple? Le cas des FDLR en est un. Nous n'avons pas la même lecture. Quelle est la lecture congolaise en la matière? Il y en avait 2 millions, on les appelait les interamouais. Personne ne peut dire aujourd'hui que chez nous, ces étrangers-là, il y en a plus de 1500, 1600. Oui, mais pour ceux qui sont encore là... Ce qui s'est passé entre 1994 et 2014, ça a été un travail qui a permis effectivement de réduire, pour autant que ça soit une menace pour le Rwanda. Voilà, ce travail-là a été fait. Deuxièmement, ce que nous disons, après le M23, il faut pouvoir programmer la suite. Et personne ne peut dire que cette programmation n'existait pas, puisqu'elle s'applique déjà d'une manière forte contre les ADF. Et telle que cette programmation est faite, tous ces gens qui racontent leur vie, je parle de FDLR, qui prétendent avoir déposé les armes à gauche ou à droite, à un moment ou à un autre, à défaut de pouvoir prouver qu'ils ont effectivement déposé ces armes, ils seront frappés. Ça, c'est notre lecture. Maintenant, le Rwanda a une autre lecture là-dessus, en termes de priorités et tout ça, etc. Je ne suis pas porte-parole du Rwanda, mais je vais dire que ces positions qui sont encore sensiblement, disons, différentes, nécessitent effectivement qu'il y ait des sommets et des discussions avant qu'on puisse s'embrasser, se visiter comme si de rien n'était. Oui, un peu comme si vous voulez dire en d'autres termes que les problèmes rwandais, la question rwandaise se réglera au Rwanda et pas à travers la République démocratique du Congo. Ça se réglera au Rwanda dont acte, mais je voudrais regarder mes compatriotes dans les yeux et leur dire « attention, ce n'est pas un préalable pour le bonheur des Congolais. Attention à ce que nous disons, attention à ce que nous faisons. Il n'y aura pas du bonheur pour le Congolais lorsque il y aura eu, par exemple, une conférence nationale souveraine au Rwanda. Attention à ça. Nous voulons le bonheur du Congo, la paix, la stabilité et donc par conséquent le développement pour notre pays ici et maintenant. Oui. Si tout le monde fait pareil, comme nous, en discutant, y compris avec des rebelles, et parfois avec des forces négatives et tout ça, etc., ça irait plus vite, mieux pour tout le monde. Mais une fois de plus, l'histoire nous enseigne que lorsqu'il y a déflagration, c'est sur notre territoire que ça se passe. Et là, il ne doit pas y avoir de préalable. Ce que nous devons faire pour avoir la paix chez nous, faisons-le. Et restons effectivement attentifs à ce que les autres font ou ne font pas. Mais je répète, ça ne peut pas être un préalable. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la paix en République démocratique du Congo? Prenez un seul point sans développer, et puis vous en donnez un deuxième, un troisième, un quatrième, si il y en a autant. La paix, chez nous, compte tenu de ce que nous sommes et de la manière dont les autres se comportent à notre égard, postuler qu'à court terme, nous puissions être soutenus, appuyés militairement. Ça a été le cas et nous sommes dans le processus du nettoyage dont acte. Deuxièmement, pour avoir la paix, il faut pouvoir être en bonne intelligence avec l'ensemble des pays qui pèsent dans la prise de décision au niveau mondial, notamment au niveau des Nations Unies. Notre diplomatie a connu ces dernières années une embellie extraordinaire et je vous assure que vous pouvez aller où vous voulez. La République démocratique du Congo est de moins en moins considérée comme un pays en crise. Et ça, c'est une excellente chose. Nous l'avons vécu à l'OUA, à l'Union africaine, dernièrement, quand nous étions à Addis Abeba. Ce qu'il faut pour que nous puissions avoir la paix,
c'est cette cohésion nationale, elle est indispensable. Elle dépendrait de quoi? Elle dépend des Congolais. Nous allons, nous, faire notre part du travail en tant que mécanisme. Nous allons pouvoir sillonner la République, poursuivre ce que nous avons commencé à faire avec la conférence débat que nous avons organisée le 24 dernier aux affaires étrangères. Nous devons pouvoir continuer ce travail-là avec la société civile, avec les institutionnels. À la rentrée parlementaire ici, nous avons l'intention effectivement d'intéresser les deux présidents de nos chambres pour qu'il y ait une séance académique à partir de laquelle nous allons pouvoir aller en profondeur en ce qui concerne nos engagements au terme de l'accord cadre. Il est indispensable que tous les Congolais, société civile, les politiques, majorité, opposition, ceux qui sont neutres, je ne sais pas, et tout ça, etc. Il faut que tout le monde, les institutionnels, aient en partage cet agenda incontournable, commun, de manière à ce que chacun là où il est, avec ses opinions et tout ça, etc., puisse travailler en regardant dans la même direction. Désormais, et j'aurai terminé là-dessus, il faut que nous soyons à même très rapidement de mettre sur la table notre solution économique comme condition de nous prémunir contre les futures et éventuelles agressions. Cette solution économique est la garantie du propriétaire que nous sommes pour que tout celui qui voudra sortir de la règle du jeu puisse avoir le monde entier contre lui. Voilà. Voilà. Et par rapport à une des questions qui a été évoquée pendant le dernier sommet, le cas Béchir, est-ce que, quelque part, vous ne vous êtes pas senti un peu mal à l'aise quand vous réalisez que celui qui a été, à l'époque, leader de votre mouvement a été vite conduit vers la CPI, alors que pour Béchir... Le président Béchir n'a pas été invité par la République de Moatou du Congo. C'est par le COMESA. Qui sont les gens qui se rendent aux Nations Unies, c'est-à-dire à New York, alors même qu'ils sont en rupture avec les États-Unis? Il ne faut pas qu'il y ait cette lecture sélective, parce que nous serions quoi, nous? Des pays, j'en parle au pluriel, parce qu'il s'agit du COMESA, des pays bananiers. Nous sommes comme les autres. Quand l'UNESCO invite, ce n'est pas la France qui invite. Oui, mais quand nous sommes signataires du traité de Rome, par exemple. Oui, mais je vous parle en tenant compte de tout ça. En tenant compte de tout ça. La France vous dira, c'est l'UNESCO qui est un espace international où le point de vue de la France seule, n'est pas la Bible. Il en va de même au niveau des Nations Unies et partout ailleurs. Donc il ne faut pas qu'il y ait une lecture sélective et qu'on nous traite, je vais dire, comme si nous n'avions pas cette dimension de souveraineté et de pouvoir nous assumer. Nous n'avons donc rien violé du tout. Il s'agissait d'une réunion internationale et le président Béchir était le bienvenu dans cette affaire du COMESA. Et donc voilà. Mais quand vous disiez que nous ne sommes pas des pays bananiers... La position de l'Union africaine étant là, la position du COMESA en tant que tel étant là, les gens voulaient quoi? Qu'il n'y ait pas de réunion de COMESA en RDC au motif que... vous voyez ce que je veux dire? Non. Commis à la tâche d'accueillir une conférence internationale, cette conférence a ses propres règles. Et nous devions les respecter, et cela ne nous enlève en rien notre qualité de signataire en ce qui concerne ces pays, et même, j'ajouterais, si vous regardez la qualité des gens qui sont ces pays, 80%, ce sont des gens qui sont là-bas, puisque la République du Congo a joué le jeu. Et dites-moi, c'est une question que je pose comme ça, à laquelle vous pouvez répondre ou ne pas répondre. Le passif Bangui, en tant que MLC, ça ne vous regarde pas, ça ne nous regarde plus. Le républicain que je suis ne se prononce pas sur des sujets dont la justice est déjà saisie par ailleurs. Oui, mais en tant qu'ancien secrétaire général du MLC, quand même, vous n'êtes pas devenu ennemi avec M. Bemba, non, loin de là, quand même. Je ne vois pas le lien. Vous continuez à vous parler de temps à autre? Mais je ne suis pas ici pour étaler
mes relations privées. Oui, mais de vous-même, quand vous observez la situation aujourd'hui qui est la sienne, vous lui donnez un peu de chance pour qu'il ait gain de cause dans ce qui lui est arrivé? C'est un sujet qui est désormais entre les mains de la justice, je ne me prononce pas là-dessus. Mais que, par exemple, quelqu'un comme l'ancien président Patassé n'ait pas été incriminé ou impliqué comme lui, vous ne vous dites pas que ça m'était injuste à certains niveaux? Vous savez, vous interrogez là-dessus quelqu'un qui a eu l'occasion d'expliquer toutes ces choses en son temps. Au point où on en est maintenant, je pense que laissons la justice faire son travail avec l'espoir que Jean-Pierre Bemba, qui est effectivement un frère et un ami, va être jugé d'une manière juste par rapport à lui-même, juste par rapport à sa famille, juste par rapport à son pays. Voilà. Le reste ne nous appartient pas. Est-il qu'en tant que mécanisme de suivi, en tant que coordonnateur de ce mécanisme de suivi, par rapport à ce qui a été souhaité au niveau des concertations nationales, vous vous dites que, bon, il faudra que le Congo, comme on l'a accepté, ait quand même un regard sur ses ressortissants qui sont au niveau... En effet, l'une des dispositions en termes de recommandations de concertation nationale concerne ce cas, entre autres, effectivement, ce cas. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place, qui est présidé, donc coprésidé par les deux présidents de l'Assemblée nationale, ceux qui sont à la tâche. Ils sont pour nous, cette coprésidence est pour nous un point focal, parce que nous devons pouvoir impacter ce qui se passe en cette matière-là, en rapport avec l'engagement de la réconciliation nationale qui est stipulé dans l'accord cadre. Donc je pense que chacun fait en fonction de ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire. On m'avait posé une question à titre personnel et je vais donner ma réponse. Et globalement, par rapport à l'accord cadre de Addis Abeba, nous sommes dans le bon, il faut continuer. En un an, sur 12 mois, beaucoup a été fait. Mais si nous voulons la vraie paix, nous devons accélérer, nous devons aller jusqu'au bout de nos engagements, puisque c'est une fois de plus le prix à payer pour que, associé à la réponse économique que nous avons à donner à l'ensemble du monde, nous puissions effectivement sortir de là où nous étions depuis 50 ans, citoyens d'un pays éternellement, potentiellement riche, pour créer la vraie richesse qui profite aux Congolais, dans des conditions qui nous amènent et confortent la paix et cette stabilisation. Voilà ce que nous avons à faire comme agenda, c'est l'agenda de la République du Congo, une fois de plus, qui doit pouvoir être partagé par tout le monde. Ce n'est pas l'agenda de Mwamba, ce n'est pas l'agenda de Monsieur le Président de la République, ce n'est pas l'agenda du seul gouvernement de la République, c'est l'agenda du Congo et que donc nous devons pouvoir, nous tous, en être conscients. Et puisqu'il faut expliquer les choses, nous nous engageons à poursuivre ce type d'exercice de manière à faire que chacun, à la fois comprenne et prenne ses responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur François Mwamba. À dimanche prochain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir.